entamer un débat interactif entre nous dans le but de s'écouter, de partager des points de vue et confronter nos idées. Je donne la parole du coup à Cyril. Merci, bonsoir à toutes et tous. Dans les applaudissements, c'est après généralement. Parce que avant, ça pourrait vous... Ah oui, on peut applaudir la camarade par contre. Si, applaudissez-la parce que... C'était pas pour moi, d'accord. Bon. Donc si à la fin personne m'applaudit, j'aurais compris pourquoi. Bon. Alors on va attaquer ce débat sur la gratuité des transports. D'abord, de quoi parle-t-on quand on parle de gratuité? On n'est évidemment pas dans l'offre commerciale, vous en achetez deux, vous en avez un gratuit. Pourquoi on parle de gratuité? Parce que ça a une puissance et une portée symbolique extrêmement forte. Quand on parle de gratuité, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paiement pour obtenir ce que l'on souhaite. Et ça donne pas c'est pas exactement, ça ne donne pas une définition très exacte de ce qu'on porte là-dedans, mais c'est une puissance symbolique importante. En anglais, on parle de free access, d'accès libre. Et on comprend, avec free access, cet espace de liberté et d'accès sans moyen de paiement. Mais le free access, quand on traduit en français, libre accès, ça a moins de portée symbolique. Hein, c'est l'accès libre à tel endroit, c'est la fibre où on peut passer. Ça n'a pas la même puissance que la gratuité des transports qui permet de comprendre immédiatement ce qu'on porte. Et donc quand on parle de gratuité, on parle de gratuité d'accès. Parce qu'à chaque fois qu'on a ce débat sur la gratuité des transports, tout le monde nous dit oui, mais il n'y a rien de gratuit, rien n'est gratuit. Donc quand on parle de gratuité des transports, on parle de la même gratuité que vous avez quand vous empruntez un trottoir. On parle de la même gratuité que vous avez quand vous empruntez une route, à part les autoroutes, mais sinon quand vous empruntez une route, vous n'avez pas de ticket à l'entrée de la route. On parle de la même gratuité qui fait que quand vous allez sortir, ça va être éclairé. Vous n'avez pas un ticket à chaque lampadaire. Donc on parle de gratuité d'accès, sans moyen de paiement. Et donc c'est une gratuité socialement construite qu'on porte. Et donc là-dedans, dans cette gratuité socialement construite, vous avez deux types de gratuité. Vous avez une gratuité d'accompagnement qui vise à compenser les inégalités de richesse, les inégalités de répartition de richesse. C'est par exemple une tarification solidaire. Et puis vous avez une gratuité d'émancipation qui vise à libérer de la loi de l'argent. Et c'est cette gratuité-là qu'on porte. Et la gratuité d'accompagnement, elle peut soit s'opposer à la gratuité d'émancipation, soit la précéder. Dans l'exemple de la tarification sociale, vous pouvez avoir une tarification sociale avec une part de gratuité, et puis on peut considérer soit que c'est un premier pas vers la gratuité d'émancipation, soit il n'y a pas besoin de faire de gratuité d'émancipation, puisqu'on a une gratuité d'accompagnement, on a une tarification sociale. Nous pensons qu'il faut aller vers la gratuité d'émancipation et pas en rester à la tarification sociale. Pardon. Parce que et c'est pour ça qu'on a intitulé notre campagne Liberté, Égalité, Gratuité, parce que la gratuité des transports, elle crée un espace libéré des rapports marchands. Le droit au transport est inscrit dans la loi. C'est la loi Lotti des années 80, j'oublie la date, 83, voilà, ça semble bien, 83. Donc le droit au transport, il est inscrit dans la loi. Mais il est limité par le coût financier. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens financiers de vous acheter un moyen de locomotion ou de l'utiliser, une voiture, un vélo, les transports en commun, votre droit au transport il est limité par rapport aux autres. Et donc, la gratuité, elle permet de rendre effectif le droit au transport. Vous avez le droit et l'effectivité du droit. Le droit et sa réalisation. Et donc, vous avez un vrai droit au transport qui passe avec la gratuité. La gratuité des transports, c'est aussi un nouveau droit à la ville. Parce que d'un seul coup, la ville, elle devient accessible pour toutes et tous. Avec un réseau de transport efficace et gratuit, vous pouvez aller n'importe où en ville. Et ça crée une autre chose, c'est-à-dire que la gratuité des transports, ça a un effet, le maire de Dunkerque dit c'est une politique globale.
mais parce que ça a des effets sur plein de choses. La gratuité des transports, ça permet de la mixité sociale. Et quand je dis ça, je ne dis pas que ça règle tout, hein, parce qu'on est dans une société où il y a des tensions, c'est difficile, mais on arrive à recréer un espace où il y a de la mixité sociale, où celui qui prend le transport, il a égalité avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le transport, si vous êtes à la tarification sociale, il y a celui qui paye plein pot, puis il y a celui qui paye pas, il y a même celui qui fraude de temps en temps, parce que lui, il n'a pas suffisamment d'argent, ou qu'il essaye de faire des économies. Et donc, vous avez plus cet espace d'égalité. Et donc, vous recréez de la mixité sociale, Monsieur Deren en parlera, mais un des éléments, moi, qui m'avait frappé dans l'expérience de Dunkerque, c'est qu'il y avait des gens qui avaient très largement les moyens de se payer l'abonnement au transport, qui ne le faisaient pas, et qui d'un seul coup, parce que c'était devenu gratuit, prenaient les transports. Parce que on transforme le transport public en espace public. On est à égalité les uns avec les autres. On est comme sur une place publique. Et donc, d'un seul coup, on est à égalité avec nos concitoyens. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de rapport marchand entre nous, il y a un rapport d'égalité citoyenne. Et donc, des gens, avec la simplicité qu'apporte la gratuité des transports, des gens plutôt aisés devenaient usagers des transports, et à l'inverse, des gens qui auraient pu avoir droit à la tarification sociale prenaient les transports plus facilement, parce que la tarification sociale, quand vous êtes dans les plus bas revenus, vous avez une difficulté à prévoir vos transports sur le mois. Et donc, vous ne faites pas la démarche forcément d'aller à l'abonnement, aller chercher un abonnement qui est l'abonnement évidemment le moins onéreux. Et donc, quand vous avez besoin de vous déplacer, vous prenez tout de suite un ticket. Et quand vous en avez pris 2 ou 3 dans le mois, vous avez dépassé la tarification la plus favorable et vous êtes déjà au-dessus. Donc, la gratuité des transports, ça crée de la mixité sociale et ça donne un nouveau droit à la ville. C'est évidemment du pouvoir d'achat rendu aux usagers. Du pouvoir d'achat, aujourd'hui, la gratuité des transports, la part que payent les usagers, c'est 15 millions d'euros. Je reviendrai sur tous ces chiffres tout à l'heure, mais c'est 15 millions d'euros. Ça veut dire que quand les 15 millions d'euros ils ne passent plus dans le financement des transports en commun, ils passent ailleurs. Et c'est pas très difficile de comprendre que quand vous payez un abonnement 450 €, quand vous ne le payez plus, c'est 450 €. Je ne pense pas qu'on va aller les jouer en bourse, mais ça va plutôt permettre d'améliorer le quotidien et de se faire un peu plaisir ou de faire en sorte que les fins de mois soient un peu moins difficiles. Donc, on réinjecte de l'argent dans l'économie locale et on permet un développement économique. Et puis, ça permet une attractivité du centre-ville. Parce que d'un seul coup, l'accès au centre-ville est beaucoup plus facile. Alors, vous avez le centre-ville, vous pouvez y aller en voiture, mais il faut payer son stationnement. Et donc, ça devient tout de suite assez onéreux. Et bien, avec la gratuité des transports, d'un seul coup, on peut y aller en famille, ça ne coûte rien, on peut y rester le temps qu'on veut, on repart, ça ne coûte rien, et du coup, on peut profiter de la ville et du centre-ville. Puis imaginez que Clermont-Ferrand, la métropole clermontoise décide de rendre ses transports gratuits. D'abord, on détrônerait Dunkerque. Voilà. Parce que Dunkerque est aujourd'hui la plus grande ville européenne à avoir mis son réseau de transport gratuit pour tout le monde. Il y a une autre ville européenne qui s'appelle Tallinn. Allô. Une autre ville européenne qui s'appelle Tallinn qui a fait ça. Mais ce n'est que pour les résidents. Ce n'est que pour les résidents. Alors qu'à Dunkerque, vous y allez, je sais qu'il y a des gens dans la salle qui sont allés à Dunkerque, et donc ils peuvent emprunter le transport gratuit. Et donc si Clermont faisait ça, elle deviendrait la plus grande métropole européenne à avoir son réseau gratuit. Imaginez l'attractivité du territoire que ça produit. Je sais qu'à Dunkerque, il y a les télévisions du monde entier qui sont venues témoigner de ce qui s'y passe. Évidemment que ça produirait la même chose, mais je prends juste un exemple. Tous les ans, l'UNEF, le syndicat étudiant, fait un baromètre des villes les plus chères et les moins chères pour les étudiants. Et dans le budget étudiant, il y a évidemment le budget logement, puis il y a le budget transport, quoi. Et même si nous avons un tarif préférentiel pour les étudiants, imaginez que le transport soit gratuit, le pouvoir d'achat que ça procure aux étudiants, et quand vous avez le choix entre 2 villes pour faire vos études, évidemment que vous avez tendance à préférer celle où vous allez gagner un peu plus de sous. Donc la gratuité des transports, c'est aussi
une capacité d'attraction du territoire au moment où les territoires sont en compétition. Hein, et ben nous, on est plutôt sur la distinction, et la distinction, ça passe par ce genre de choses. La gratuité des transports, c'est aussi, alors ça, je le dis plutôt pour les gens de droite, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, parce qu'ils sont souvent interpellés par cette question. La gratuité des transports, ça rentabilise l'argent public. Ça rentabilise l'argent public. C'est-à-dire que pour 1 euro investi dans le transport gratuit, vous transportez plus de monde que pour 1 euro investi dans le transport payant. Parce que quand vous avez le transport gratuit, mais je vais y venir ensuite, il y a une fréquentation bien plus importante et donc vous rentabilisez l'investissement de dépenses publiques que vous faites. Et dans ce moment où on dit qu'il faut faire attention à la dépense publique, etc., c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a une mesure qui permet de rentabiliser cet argent et de produire des effets bien plus importants quand le transport est gratuit que quand il est payant. C'est évidemment une mesure environnementale. Aujourd'hui, le transport est responsable de 29% des émissions de gaz à effet de serre, dont 90% imputables au trafic routier. Le coût de la pollution, c'est 100 milliards d'euros. C'est 48 000 décès par an. Alors, tout n'est pas imputable, évidemment, au transport, mais il y en a quand même une bonne part. Et donc, quand vous faites la gratuité des transports, ce qui semble assez évident, c'est que vous avez des gens qui abandonnent leur voiture pour venir au transport en commun. Vous avez un report modal de mode de transport de la voiture au transport en commun. En Aubagne, la fréquentation a augmenté de 170% en 4 ans. 170%. Et ils ont constaté une baisse de 10% du trafic routier. À Châteauroux, la fréquentation a triplé en 15 ans. Et c'est intéressant parce que Aubagne, c'est une présidente d'intercommunalité communiste qui l'a mis en place en 2009, et à Châteauroux, c'est un maire républicain. Enfin, les républicains, à l'époque, c'était le RPR. Comme quoi, il n'y a pas que des oppositions partisanes là-dedans, hein, que des fois on arrive à se retrouver sur ce genre de mesures. Et sur ces deux exemples, mais on aura certainement d'autres chiffres de l'Indiat, sur ces deux exemples, on voit bien que la fréquentation en hausse, elle permet aux gens de lâcher leur voiture et de prendre les transports en commun. Il y a une redécouverte, grâce à la gratuité des transports, du transport en commun. Et donc, puisqu'on a moins de circulation, puisqu'on a moins de voitures, on a moins de pollution. Mais puisqu'on a moins de voitures, on a une circulation plus fluide, et donc on a aussi moins de pollution. Il y a un double effet qui se coule sur la baisse de la pollution. Les embouteillages, c'est 17 milliards d'euros par an. 17 milliards d'euros. Donc quand on ramène ces chiffres à ce que coûte la gratuité des transports et au contexte général dans lequel nous sommes, il y a peut-être des réflexions à avoir. Et donc on arrive à faire diminuer une partie de la pollution de l'air et une partie de la pollution sonore aussi. Tout ça pour améliorer la qualité de l'air, la qualité de vie, la qualité de la ville et de notre vie à tous en ville. Et juste un point là-dessus, c'est que nous sommes quand même dans un moment de dérèglement climatique extrêmement important. Les prévisions, c'est que si nous n'arrivons pas à inverser la courbe du dérèglement climatique, du réchauffement climatique d'ici 2020, nous allons au-devant de très graves problèmes. Et donc ça, c'est une responsabilité internationale, évidemment, européenne, nationale, mais c'est aussi une responsabilité dans nos territoires. C'est-à-dire que là où on peut faire, il faut essayer de faire. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire des demi-mesures aujourd'hui. On ne peut pas dire « Ah, ça serait bien de vous passer un peu de la voiture, faites autrement ». Ou alors « Ah, tiens, on va augmenter la taxe sur l'essence, comme ça vous la prendrez moins, votre voiture ». Enfin, on peut moins prendre sa voiture, mais quand on a besoin de se déplacer, il faut d'autres modes de transport. Il faut donc développer les transports alternatifs, que ce soit dans la ruralité ou dans les villes. Et donc, il y a besoin d'avoir maintenant des mesures qui soient des vraies mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Sinon, c'est la planète, c'est notre planète qui est en danger. Ça permet aussi de voir la ville de façon différente et sur le long terme. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'envisager une transformation urbaine différente. À partir du moment où vous avez un réseau efficace de transport gratuit, vous pouvez décider que la ville elle accueille moins de voitures. Et donc, la place qu'occupe la voiture, elle peut être destinée à d'autres usages. Par exemple, on élargit les trottoirs,
pour permettre aux gens de circuler, de mieux circuler à pied. On fait des pistes cyclables, parce que vu qu'on réduit la place de la voiture, et on peut développer d'autres modes alternatifs. Et ça contribue à faire en sorte que des gens, puisqu'on crée plus de pistes cyclables et de sécurisation, d'autres gens abandonnent la voiture, profitent d'autres modes de transport alternatifs. Enfin, et j'insiste là-dessus parce que c'est souvent une des idées reçues sur la question de la gratuité des transports, ça fait baisser les incivilités. Tout le monde pense que, puisque c'est gratuit, ça ne va pas être respecté. Eh bien, c'est faux. Et c'est faux pour deux raisons assez simples. La première, c'est que, puisque vous avez plus de monde dans les transports, ben, c'est moins facile de faire des conneries. Parce que les mecs qui vont faire des graphes sur des murs, ils ne le font pas en plein après-midi, à jaune, devant tout le monde. Ils le font plutôt la nuit, quand il n'y a personne. Et ben, les conneries dans les transports, c'est pareil. Plus vous avez de monde, plus vous avez un contrôle social important, et moins on est tenté de faire des conneries. Et puis le deuxième élément, c'est que les incivilités à l'intérieur des transports en commun, notamment des bus, majoritairement, c'est en lien avec la prise du ticket ou le contrôle du titre de transport. À partir du moment où vous enlevez ce moment de tension-là, quand vous n'avez pas de ticket, etc., ben vous enlevez une partie des problèmes que subissent les chauffeurs et les usagers. Alors maintenant, la question du financement, parce que c'est aussi une question récurrente. Le transport il est financé par trois éléments, principalement. Le versement transport que payent les entreprises et les administrations publiques de plus de 11 salariés, c'est une taxe sur la masse salariale. Ça rapporte environ 65% du financement, ça apporte environ 65% du financement des transports. Les collectivités territoriales qui payent pour 15%. Et enfin, les usagers, avec votre titre de transport, soit le ticket, soit l'abonnement, c'est 15%. Et donc, quand on parle de gratuité des transports, on parle de trouver 15%. 15% sur 100 millions. Alors moi j'aime bien, c'est des chiffres ronds, j'arrive à peu près à savoir, parce que je suis nul en maths, donc ça veut dire 15% sur 15 millions, c'est 15 millions d'euros qu'il faut trouver. 15 millions d'euros pour faire en sorte de passer à la gratuité des transports. Évidemment, il faut rajouter de l'argent, puisqu'il y aura plus de fréquentation, il faut développer le transport. Mais d'abord, on est sur un transport qui est aujourd'hui pour les usagers à 85% déjà gratuit. Il reste 15% à trouver. Et donc, la question du financement, c'est que c'est d'abord un choix politique. C'est-à-dire que quand on refait une route, quand on fait un trottoir, on ne se pose pas la question de dire bon alors où c'est qu'on va trouver l'argent, etc. On fait des choix politiques qui conduisent à dire bah là il y a besoin de refaire le trottoir, là il y a besoin de faire une route, et donc on finance tout ça. La question de la gratuité des transports, ça a quand même à voir avec ça. Car on pense que financer cette politique publique-là, c'est efficace parce que ça a des conséquences sur le social, ça a des conséquences sur l'environnement, ça a des conséquences économiques, ça a des conséquences sur la transformation urbaine de la ville, et donc on fait ce choix politique-là. Ensuite, on peut augmenter la contribution des collectivités, de la métropole, mais aussi du conseil départemental. Parce que on sait depuis Tchernobyl que les nuages ne s'arrêtent pas bien aux frontières. Et donc quand vous avez de la pollution au sein de la métropole, bah, quand il y a un peu de vent, ça va dans le département. Et donc le conseil départemental pourrait lui aussi participer à cette mesure-là. Sur le financement, il y a aussi l'économie de ce que coûte le transport payant aujourd'hui. Par exemple, on est obligé à la T2C de changer le système de billettique. Ça coûte 8 millions d'euros. La gratuité, ça coûte 15. Le système de billettique, ça coûte déjà 8 millions d'euros. Donc on peut faire des économies là-dessus et sur le contrôle. Et enfin, il y a une responsabilité de l'État là-dedans, sur la nécessité d'aider les collectivités qui décident de passer à la gratuité des transports. Et donc, nous avons travaillé une proposition de loi. Moi, j'étais candidat aux législatives en 2017, j'avais pris l'engagement, j'avais fait un atelier législatif, j'avais pris un engagement, celui d'écrire une proposition de loi sur la gratuité des transports si j'étais élu. Bon, je n'ai pas été élu, mais j'ai tenu mon engagement et nous avons écrit cette proposition de loi avec des camarades ici, puis Julien Bougerolles qui est l'attaché parlementaire d'André Chassaigne, que j'ai vu arriver là. Et c'est André Chassaigne qui nous a fait le plaisir de déposer cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc elle est prête à être discutée, amendée et votée. Et cette proposition de loi, elle permet
d'avoir de nouveaux outils de financement à partir du moment où une collectivité a décidé de passer son réseau en gratuit. L'augmentation du versement de transport au-delà de la limite maximale autorisée aujourd'hui, par exemple. J'y reviendrai si vous voulez dans le débat, mais parce que je pense que je suis un peu long. Je suis toujours un peu long sur la gratuité. Je viens maintenant sur la situation clermontoise, et puis après on passera la parole à Xavier Derain et on va ensuite le débat. Sur la situation ici à Clermont. D'abord, on a commencé cette bataille en 2013, ça fait maintenant un petit moment. Et on a fait, au niveau de la métropole et de la ville de Clermont, on avait fait des rencontres citoyennes de la mobilité. Je sais que parmi vous, certains ont participé à cette concertation, qui était une concertation large sur la question des mobilités, mais dans laquelle on avait introduit la question de la gratuité. Et à la fin de ces rencontres citoyennes, on n'était pas capable de trancher en disant les gens sont contre ou les gens y sont favorables. Et donc on a dit qu'il y a des gratuités immédiatement possibles à mettre en place. La gratuité des transports scolaires clermontois, la gratuité des transports scolaires de la métropole pour l'activité piscine, la gratuité lors des pics de pollution. Et puis on a inventé le bus de nuit, le BEN, c'était demandé depuis longtemps par les étudiants. Donc c'est un bus qui fait toute la nuit, qui fonctionne le mercredi, jeudi, vendredi, jeudi, vendredi, samedi, je ne sais plus, et qui est complètement gratuit. C'est le seul de France, qui est plein évidemment tous les soirs. On est une ville étudiante, donc ça fonctionne. Et puis on a décidé de la gratuité de l'abonnement de ces vélos, et qui a été une réussite extraordinaire. La gratuité de l'abonnement et la première demi-heure gratuite, ça a fait qu'on est passé de 1000 abonnés à 10 000 en 8 mois. Donc on a multiplié par 10 le nombre d'abonnés en 8 mois, et la courbe des courses a également suivi, c'est-à-dire que c'est pas simplement des abonnements pour dire si j'ai besoin je m'en servirai. Non, c'est des abonnements de gens qui s'en servent réellement. Et enfin, on a décidé de travailler une étude sur les conséquences d'un passage à la gratuité totale ou partielle. Et cette étude est en train d'être menée. Elle va rendre ses conclusions au mois d'avril avec des propositions d'expérimentation. Parce qu'il y a tout ce que l'étude elle peut projeter, mais il y a aussi le besoin d'expérimenter réellement pour voir ce que ça produit en termes de fréquence, d'affluence, qu'est-ce qu'il faut modifier. Et on est un peu sur l'idée de ce qu'a fait Dunkerque, c'est-à-dire d'avoir commencé par les week-ends pour regarder ce que ça permettait. Et donc l'idée de ce soir, à la fin, mais on y reviendra dans le débat, c'est de pouvoir créer un collectif qui s'empare de ces questions-là, parce qu'il faut que ça soit dans les assemblées des élus, que les élus débattent de ça, mais il faut aussi que les citoyens que vous êtes puissent s'emparer de ces choses et apporter leurs avis et leurs opinions sur ces questions-là. Je vous remercie, je crois que j'ai fait un peu long, mais voilà, c'est un sujet qui me passionne. Bien, bonsoir, je vais essayer de faire moins long, mais je voulais juste préciser que moi, en fait, je suis un technicien, je ne suis pas un politique. La gratuité, c'est effectivement un choix politique. Et donc moi, en tant que technicien, j'ai eu à mettre en œuvre ce choix de la gratuité qui a été fait par les élus qui sont arrivés à la tête de Dunkerque, de l'agglomération dunkerquoise en 2014. Donc moi, en tant que technicien, d'ailleurs, je n'étais pas tout à fait convaincu par l'idée de la gratuité, je tiens à le dire, hein, parce que j'étais dans la logique des grandes agglomérations à l'époque, où on disait la gratuité, c'est pas bien, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Voilà, j'étais comme ça. Et aujourd'hui, en le mettant en œuvre et en voyant les effets que ça produit, j'ai complètement changé d'avis. Donc ça, je tenais à le dire. Et alors, comment on a fait la gratuité? Pourquoi on l'a faite à Dunkerque? Alors, on l'a faite parce qu'on était dans une situation, dans le domaine des transports, catastrophique. C'est-à-dire qu'on avait moins de 5% des déplacements qui se font en transport en commun. Alors, ça ne dit pas grand-chose, ça veut juste, je vous donne une moyenne des villes équivalentes en France, on est plutôt autour de 7%, et il y a des villes qui atteignent 12%. Donc on était très très bas. En plus d'être bas, on baissait, c'est-à-dire que, pour savoir ça, on fait de grandes enquêtes, hein, qu'on appelle les enquêtes ménage-déplacement, et on avait fait ça en 2003, on l'a refait en 2015. En 2003, on était à 6% en transport en commun. En 2015, on était à 3%. Et la voiture, parallèlement, passait de 62 à 66%.
Donc on avait 2/3 des déplacements qui se faisaient en voiture, très peu en bus, encore moins en vélo, on était autour de 2%, et on baissait également en vélo. Les villes plates, hein, comme les villes néerlandaises ou belges, où le vélo a une part beaucoup plus importante. Et donc voilà ce qu'était la situation à Dunkerque. Et en plus de ça, on avait dans nos bus que des gens qui n'avaient pas le choix. C'est-à-dire 95% des usagers du bus étaient des gens qui n'avaient pas le choix. C'est quoi les gens qui n'ont pas le choix? C'est des gens qui n'ont soit pas le permis, essentiellement les scolaires, et c'est des gens qui n'ont pas de voiture. On a des villes dans notre agglomération, Grande-Sainte par exemple, où un quart des foyers n'ont pas de voiture. Et ce n'est pas par choix écologique, hein, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une voiture. Donc des gens qu'on retrouvait dans le transport, c'était uniquement ces captifs, ces gens qui n'avaient pas le choix. Donc il fallait faire évoluer ça, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des enjeux écologiques, évidemment, mais il y a aussi des enjeux de coût. Hein. La voiture, ça coûte beaucoup plus cher, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais ça coûte beaucoup plus cher. Et puis, on s'aperçoit, en fait, quand on regarde la situation dans une agglomération, quand on a une tarification solidaire comme on l'avait, que ceux qui payent le plus cher les transports, c'est ceux qui ont les moins de moyens, en fait. Parce que, pour ceux qui ont le moins de moyens, c'est difficile de prendre un abonnement pour soi déjà. Si on ne travaille pas, on n'a pas les 50% de l'employeur qui finance une partie de l'abonnement. C'est très difficile de prendre un abonnement pour soi et pour la famille. Hein, parce que même si on avait des abonnements pour les gens qui ne payaient pas d'impôts à 7 € par mois. Mais si on est 4 dans une famille, il faut prendre des abonnements pour tout le monde. Et il faut sortir cet argent, et c'est souvent très difficile, du coup, les gens ne prennent pas d'abonnement et vont payer le ticket au prix fort. C'est-à-dire, même pas le carnet de 10 qui coûtait 10 €, mais le ticket à l'unité qui coûtait 1,40 €, parce qu'on paye au prix fort. Donc on s'aperçoit en fait que ceux qui payent le plus, c'est ceux qui ont les moins de moyens. En fait. Donc voilà. Donc l'idée à Dunkerque, c'était de faire évoluer cette part des déplacements en transport collectif, mais pour cela, il fallait qu'on transforme le réseau. Parce qu'on avait un réseau qui avait 40 ans, qui n'avait pas évolué depuis 40 ans, qui coûtait de plus en plus cher. En 2014, il coûtait 35 millions € à faire fonctionner par an. Alors c'est moins que dans cet aglo, mais c'est un plus petit réseau. Hein. 35 millions € à faire fonctionner. La recette de billetterie, c'était 4,5 millions d'euros, 12%, encore moins qu'ici, hein, ici c'est 15%. À Dunkerque, c'était 12%. Et ce réseau, qui coûtait 35 millions d'euros, il avait pris 10 millions d'euros en 10 ans. Et il fonctionnait de plus en plus mal. C'est-à-dire que si on veut amener dans le transport collectif des gens qui vont travailler, qui vont prendre un train, qui ont des contraintes, et on n'avait aucune chance de les amener parce qu'on était certain de rater son train, d'arriver en retard au boulot, quand on prenait le réseau de transport tel qu'il était à Dunkerque. Donc, deux axes. Un, faire évoluer les réseaux de transport pour le rendre fiable, plus près des gens. On avait un déséquilibre de la desserte dans l'agglomération énorme. Les quartiers les plus en difficulté étaient moins bien desservis que les quartiers les plus aisés. Donc rééquilibrer tout ça, rapprocher le réseau des gens, le rendre plus efficace, faire qu'on aille d'un point de l'agglomération à l'autre en moins de 20 minutes. On mettait parfois, entre par exemple le centre de Grande-Sainte et le centre de Dunkerque, qui est à 5 km, hein, on mettait 35 minutes en bus. Dans l'agglomération dunkerquoise, on a un train express régional grande vitesse qui relie Lille à Dunkerque en 30 minutes. 65 km en 30 minutes, 5 km en 35 minutes. C'était ça l'agglomération dunkerquoise. Et enfin, le dernier élément de l'agglomération dunkerquoise, c'est que c'est une agglomération martyre qui a souffert de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été entièrement reconstruite après la guerre et entièrement construite à l'époque autour de la voiture. Donc c'est une agglomération où on circulait très très bien en voiture. Les 35 minutes en bus entre Grande-Sainte et Dunkerque, c'était 10 minutes en voiture.
Donc il fallait qu'on rapproche les temps de parcours en transport en commun, qu'on les rende plus acceptables et qu'on donne envie aux gens de prendre le bus. Donc, plusieurs choses. L'image du bus, hein, le bus c'était fait pour ceux qui n'avaient pas le choix. La fiabilité du réseau, l'efficacité du réseau, et puis l'accès gratuit. Et ça a été le choix fort destiné à créer le choc psychologique pour que les gens changent leur pratique. Parce que, dernier élément, à Dunkerque, on est une ville industrielle. Et donc, dans la tête des gens, la pollution, ce sont les usines, ce n'est pas le transport. Mais le transport, c'est là-bas. Alors, ce n'est pas une part aussi importante qu'ailleurs en France, parce qu'on a beaucoup d'usines, mais c'est une part non négligeable et c'est important aussi de toucher à cette part. Juste un dernier chiffre, 25% du centre-ville de Dunkerque est dédié au stationnement de la voiture. Voilà. Quand on a 25% d'un centre-ville dédié au stationnement de la voiture, on ne se permet pas le développement du centre-ville. Dunkerque, c'est 90 000 habitants. La ville, c'est 90 000 habitants, l'agglomération de 200 000. La ville, 90 000 habitants. Dans le centre-ville de Dunkerque, il y a 4 500 habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quoi faire vivre un centre commerçant que l'on trouve dans toutes les villes. Donc on a un autre enjeu qui était de densifier aussi le centre de Dunkerque et donc de pouvoir reprendre la place qu'occupe la voiture pour construire et pour faire que les gens puissent revenir en centre-ville. Donc voilà tous les éléments. Alors on a construit cette gratuité en 2 temps. Pourquoi en 2 temps? Parce que, comme je l'ai dit, pour améliorer le réseau, il fallait faire d'importants travaux. Et ça prend du temps. Ça nous a pris 2 ans. On vient de les terminer en 2018. On a commencé nos études de concertation en 2014. On a terminé tous nos travaux en 2018. Et en attendant cet achèvement des travaux et cette mise en service du nouveau réseau, eh bien, on a proposé aux habitants la gratuité du week-end, donc le samedi et le dimanche, qui leur permettait en fait de créer une première marche. Et nous, ça nous permettait aussi de voir comment allait fonctionner la gratuité. Donc on a fait cette gratuité du week-end à partir de septembre 2015. Et donc le réseau a été gratuit pendant 3 ans, les samedis et dimanches. On a étendu cette gratuité aux jours de pollution. Et on a mis en place la gratuité totale à partir du 1er septembre 2018. Donc les effets, c'est quoi? Le week-end, quand on a mis en place la gratuité du week-end, c'est plus 70% de fréquentation le dimanche, plus 30% le samedi. Depuis que le réseau est entièrement gratuit tous les jours de la semaine, on est à plus 55% en semaine et plus 120% le week-end. Donc le bond est énorme, mais surtout, ce qui a changé, c'est l'image du bus dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'à Dunkerque, on n'imaginait pas prendre le bus si on avait une voiture ou si on avait le permis. Aujourd'hui, on a complètement changé ça. Et sur 2 types de personnes, en fait. On a fait se déplacer des gens qui ne se déplaçaient plus, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, acheter un ticket à 1,40 € pour une famille de 4, pour l'aller et pour le retour, c'est énorme. Eh bien, ces gens-là ne se déplaçaient plus. Et donc, on avait des gens qui habitaient, par exemple, il y a une ville à Dunkerque qui s'appelle Saint-Paul-sur-Mer, qui n'a plus accès à la mer parce qu'il y a le port. Pour accéder à la mer, il faut qu'elle aille dans un autre quartier de Dunkerque qui s'appelle Malo-les-Bains. Eh bien, des gens qui n'avaient jamais vu la mer dans cette ville. C'était à 3 km. Donc, on a fait se redéplacer des gens qui ne se déplaçaient plus. Et puis, parallèlement, on a fait se déplacer, on a fait que certaines personnes ont fait le choix du bus plutôt que de la voiture. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était plus facile, plus pratique, pas besoin de se garer, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte quand on prend la voiture, mais c'est facile, c'est au pied de chez soi ou dans son garage, mais quand on arrive à destination, il faut se garer, etc.
Donc pour ces gens-là, c'est devenu facile de prendre le bus. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est des choses assez extraordinaires. Le directeur de l'usine ArcelorMittal de Dunkerque va au travail en bus. Voilà. Un truc que personne n'aurait pu imaginer avant qu'on fasse la gratuité totale. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus. Alors, on est toujours en croissance, hein, on continue de croître. C'est pas un effet, de mise en service gratuit. Les gens se disent je vais essayer. Je pense qu'on aurait eu cet effet-là si on n'avait pas modernisé le réseau et amélioré le réseau. Mais le fait qu'on ait modernisé et amélioré le réseau fait que les gens n'ont pas seulement essayé, mais ils se sont habitués aujourd'hui à prendre le bus. Alors, je vais juste dire un dernier petit mot concernant les coûts et le financement. Donc, nous, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, on était à 35 millions d'euros avant la gratuité, avec très peu de déplacements qui se faisaient au bus et un usage limité aux gens qui n'avaient pas le choix. On est aujourd'hui à un coût d'exploitation de 45 millions d'euros, parce qu'on a modernisé le réseau, parce qu'on a apporté plus d'offres aux habitants. Pour toutes ces raisons-là, on a atteint un coût de 45 millions d'euros. Mais c'est aujourd'hui un coût maîtrisé, parce que tous les travaux qu'on a faits font que les bus ne perdent plus de temps, il n'y a plus de variation de temps de parcours entre l'heure de pointe et l'heure creuse qu'on pouvait observer avant, ce qui fait qu'on arrive à mieux maîtriser le coût de fonctionnement du réseau. Je veux dire juste un chiffre pour faire fonctionner une ligne de bus qui fait 40 minutes, par exemple. À 10 minutes de fréquence, il faut 10 bus. Si vous rajoutez un bus, ça coûte 10% plus cher. Et quand ça fonctionne mal, il faut rajouter un bus. Et ça coûte 10% plus cher. Donc c'est en maîtrisant ça, et en faisant tout ce qu'on a fait, qu'on arrive à maîtriser les coûts. Donc on a un surcoût de 10 millions d'euros. On a la perte de recettes billetteriques qu'on avait avant, les 4,5 millions d'euros. Mais c'est là que le choix politique s'est fait. La communauté urbaine de Dunkerque a décidé d'affecter. Elle n'a pas augmenté les impôts, elle n'a rien augmenté, elle n'a même pas augmenté son versement de transport. Elle a décidé de réaffecter ses moyens à ses surcoûts. Voilà. On est terminé. Alors, avez-vous des questions ou des interventions? Oui, bonsoir. Oui, j'avais surtout une question j'avais lu il y a quelque temps une étude sur la gratuité des transports à Châteauroux. Alors bon, peut-être qu'elle était à charge et faite par des détracteurs, mais ils indiquaient que ça avait engendré une baisse, une diminution du nombre de lignes, une réduction du nombre de lignes. Donc vous avez peut-être des éléments à apporter là-dessus, sur la véracité sur cela, et une diminution également de la fréquence de passage des bus sur certaines lignes. Donc c'était savoir si vous aviez des chiffres, et si effectivement la gratuité sur des réseaux qui étaient déjà, parce que bon, dans le cadre de Dunkerque, que vous venez d'évoquer, j'avais bien compris que le réseau était peut-être pas au top, mais sur des réseaux qui sont déjà existants, comme Clermont, voilà ce que ça pouvait engendrer ce phénomène-là. Et la deuxième chose, c'est que fait-on des salariés des entreprises de transport, donc là sur Clermont la T2C, qui sont affectés justement au contrôle de la billetterie. Merci.
Bonsoir, Monsieur Durand. Alors, je me réjouis de cette réunion, parce que la mise en place donc, du tram à l'époque, j'avais assisté à toutes les réunions de mon quartier donc, pour la mise en place du tram, et j'avais donc pris le micro pour poser la question de la gratuité à l'époque. Alors, imaginez-vous dire que j'ai été pris pour un... Ils sortent de nous, quoi. Mais en fait, voilà, je trouve que j'ai utilisé, moi, un car avec mon entreprise qui était en 3-8, hein, donc j'habite pourtant au bout du boulevard. J'ai fait pendant 26 ans avec mon transport en commun, donc je venais chercher ici au Buge, et j'allais jusqu'à la Doune gratuitement avec mon bus, Jean Michon. Et donc, j'étais vraiment pour. Les 2 dernières années que j'ai fini ma carrière, donc le bus a été supprimé parce que j'étais tout seul dans un car de 50 places en sortant à 5 h du matin. Donc, inutile de vous dire que voilà, le transport en commun, je l'ai utilisé et je trouve que c'est une bonne chose. Si je pouvais en arriver là, ça serait bien. Voilà. Je ne sais pas si tu as parlé des investissements qui seraient nécessaires pour Clermont. Effectivement, au vu de ce qui a été fait à Dunkerque et au vu aux heures de pointe, comme les transports sont bondés, notamment le tram, est-ce que vous avez envisagé justement quel serait le budget au niveau des investissements pour pouvoir répondre justement à une demande beaucoup plus forte? Oui, la question que je me pose, moi, c'est la politique d'efficacité, comme a dit le monsieur de Dunkerque. J'habite dans l'agglomération clermontoise et effectivement, en discutant avec, ça fait 10 ans, en discutant avec des gens qui étaient là avant, à partir du moment où le tram a été mis en place, le trajet donc, du centre de mon village jusqu'au centre de Clermont a été multiplié par 2. Donc je voudrais savoir si effectivement il y a des choses qui sont envisagées pour le rapprochement du centre-ville ou l'efficacité. Oui, bonsoir à tous. Donc, réunion très intéressante. Au-delà du projet politique de l'accès libre au transport, moi je préfère ce terme que transport gratuit. On a remarqué, on avait travaillé avec la CGT, la Fédération des transports. On avait eu quelques journées de travail sur ce projet. Et au niveau de Niort, je rejoins la remarque du premier intervenant. Quand il y a des exploitants qui sont des groupes, étant donné que c'est toujours un succès, la gratuité d'un réseau ou l'accès libre, il y a plus d'usagers qui vont emprunter le transport, donc il y a un surcoût, toujours, puisque plus, vous l'avez dit tout à l'heure, plus il y aura de rames en plus ou de bus, il y aura un coût qui sera plus fort. Et certains groupes, en mettant en place cet accès libre ou cette gratuité, vont réduire l'offre. Et souvent, les communes un petit peu moins favorisées auront moins de transport, moins de bus, moins de fréquences. Donc il y a une vigilance. Après le projet politique qui note, le technicien doit être vraiment vigilant pour que ce ne soit pas un réseau à 2 vitesses. Alors, deux, trois éléments mais c'est un débat, hein, donc moi je ne suis pas le grand sachant, vous n'êtes pas en train de poser des questions, enfin, on peut se répondre les uns les autres, mais 2, 3 éléments sur la première question, c'est je pense que c'est pas Châteauroux mais Niort. Et effectivement, ça rejoint ce que vient de dire Claude. Niort, quand ils ont mis leur réseau gratuit, c'est l'an dernier, je crois, il y a 2 ans, 2017, ils ont effectivement réduit l'offre. Ils ont considéré qu'il y avait des lignes qui n'étaient pas suffisamment rentables. Alors rentables en termes financiers, mais rentables aussi en termes de passagers. Et donc, c'est, à mon sens, pas un très bon exemple de réseau qui passe à la gratuité. On a Calais,
Calais, la maire républicaine, enfin les Républicains, qui a annoncé la gratuité des transports en 2020, avec, semble-t-il, une volonté de réduire le réseau. Et ça risque d'être pas forcément une réussite. Le choix, il n'est pas entre un réseau gratuit mais pourri et un réseau efficace et payant. Il est le choix, c'est un réseau efficace et gratuit. Parce que c'est bien les deux qui font en sorte que ça fonctionne. Si c'est gratuit, mais si vous mettez 2h30 pour aller à un endroit, vous prendrez votre voiture, hein, même si c'est gratuit. Sur les investissements, si on passait à la gratuité totale, combien ça coûterait? Il y a une première estimation qui donnait 5 millions d'euros supplémentaires. Première estimation. Mais c'est bien l'enjeu de l'étude. L'étude qui est en train d'être menée, elle va regarder justement, elle va essayer de projeter sur, avec une hausse de fréquentation de temps, combien il faut investir en plus pour assurer la même qualité de service sur le réseau. C'est bien pour ça qu'on fait l'étude. Parce que sinon on est un peu au doigt mouillé sur ces questions, donc il faut qu'on ait des vrais chiffres. Pour avoir ensuite un vrai débat éclairé sur, il y a 15 millions en moins sur la billettique, et puis il faut rajouter peut-être 5, peut-être 6 millions pour permettre la même qualité de service. Et il faut toujours mettre ça en regard de ce que ça produit. Parce que moi, depuis que moi et mes camarades, depuis qu'on se bat sur la gratuité, on nous a toujours opposé le coup. Oui, mais ça va coûter. Oui, mais ça produit aussi des choses. Et donc c'est toujours avec ce regard-là qu'il faut. On ne dépense pas de l'argent pour rien. Il y a des effets positifs au bout. Sur l'efficacité du réseau. Moi je pense, mais peut-être que je me trompe, mais je pense que l'effet booster de la gratuité, ça peut aussi aider les communes aux alentours. Parce qu'à partir du moment où il y a plus de fréquentation, il y a plus de fréquentation partout. Et donc il faut développer le réseau. Et c'est compliqué de développer le réseau, d'avoir plus de bus, etc. Mais c'est un bon problème, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux en France aujourd'hui qui se posent la question de comment augmenter de 1% leur fréquentation. C'est ça, la réalité. Parce que la voiture est tellement omniprésente et omnipuissante que on est en train d'essayer de regarder comment on peut augmenter. Donc, la gratuité des transports, ça crée des problèmes parce qu'il y a un afflux de fréquentation. C'est pour ça qu'il faut le préparer sur le long terme à l'exemple de Dunkerque. Mais en même temps, c'est un bon sujet, quoi. C'est un vrai bon problème sur lequel on peut se gratter la tête et réfléchir et y mettre les financements. Sur les contrôleurs, peut-être qu'on peut avoir l'expérience de Dunkerque. Oui, sur la question des conducteurs et de l'emploi, en fait, en lien avec la gratuité, à Dunkerque, on est assez à l'aise, en fait, puisqu'on avait sur l'ancien réseau 220 conducteurs, 11 contrôleurs et 11 personnes à l'agence de vente des abonnements et des tickets de notre réseau. On a aujourd'hui 250 conducteurs, 0 contrôleur, puisque c'est gratuit, et 3 personnes à l'agence qui ne vendent plus des tickets, mais qui délivrent des cartes d'accès aux abris vélos sécurisés, des cartes permettant d'accéder aux vélos en microservice, etc. Parce que à Dunkerque, le réseau s'occupe de toutes les mobilités, y compris du vélo, etc. Donc on a en fait plus de salariés dans la société qui exploite le réseau maintenant qu'avant. Alors qu'est-ce qu'on a fait des 11 contrôleurs et des 7 et des 8 agents qui étaient à l'agence? Les 11 contrôleurs, une partie sont devenus des conducteurs, parce que c'était déjà des conducteurs avant. Une autre partie est devenue... on a besoin de plus d'agents de maîtrise pour faire fonctionner le réseau. Donc il y a une partie des agents qui sont partis à la régulation et à la maîtrise. Une partie des agents qui sont partis à la surveillance, puisqu'on a mis en place des lignes de nuit. Et les lignes de nuit sont toutes accompagnées par, en plus du conducteur, il y a une autre personne dans le bus. Et puis,
pareil pour les personnels de l'agence. Donc au final, on a plus de salariés dans l'entreprise qu'avant parce qu'on a augmenté l'offre, on a augmenté le panel d'offres aussi. Hein. Il n'y a pas que le bus maintenant, il y a d'autres choses. Et donc c'est ce qui nous permet en fait d'avoir plus de salariés à qu'avant. Je vais juste répondre sur un point, c'est la question de Châteauroux et de Niort. Châteauroux, en fait, la gratuité s'est faite, on l'a dit tout à l'heure, il y a 17 ans maintenant. Le choix a été effectivement économique. Hein. Le maire s'est dit, j'ai un réseau qui me coûte de l'argent, il n'y a personne dedans, autant que c'est gratuit. Hein, c'est ça qui s'est dit. Donc il a rendu son réseau gratuit, mais après, il a développé le réseau, parce que le succès du réseau gratuit l'a obligé à développer le réseau. Et aujourd'hui, le réseau est 3 fois plus important qu'il pouvait l'être lorsqu'ils ont décidé la gratuité. Mais, alors qu'à Niort, effectivement, c'est pas le même choix. Ils ont restructuré complètement le réseau, mais à la baisse, en baissant l'offre, notamment pour les villages périphériques, pour pouvoir le rendre gratuit. Oui, bonsoir. Oui, en ce qui concerne Niort, que je connais assez bien, effectivement, ça ne date pas de beaucoup d'années, hein, c'est assez récent. Hein, mais la volonté politique, là aussi, a été de faire en sorte que ça soit au moindre coût. C'est-à-dire qu'en définitive, pour que ça soit au moindre coût, on a diminué l'offre. Moi, je pense qu'au niveau de la gratuité, en ce qui concerne clairement, moi je crois que c'est un atout important parce que ça va créer une dynamique départementale. Et tu l'as évoqué, mais je voudrais y revenir là-dessus. Moi j'habite dans la banlieue, la grande banlieue, on est à 20 km sur Billon. Tous les matins, on rencontre des difficultés importantes. Alors c'est vrai pour Billon, mais c'est vrai pour l'ensemble des territoires qui sont autour de Clermont-Ferrand. On rencontre des difficultés infernales. Aujourd'hui, dans la journée, on met 30 minutes pour faire Billon-Clermont-Ferrand. Le matin, on met 1h15, voire 1h30. Et je pense sincèrement que le fait de développer le transport collectif, c'est-à-dire d'aspirer au maximum la voiture vers le transport collectif, ça va permettre de dégager les voies de circulation. Et nous, pour nous, qui habitons plus loin et on se bat actuellement pour la mise en place de transport collectif, on va pouvoir s'intégrer dans ce processus. Parce que si aujourd'hui, on reste dans cette situation-là, on a la volonté de mettre des transports collectifs, mais les transports collectifs vont se retrouver dans les embouteillages. Alors que si on va vers la gratuité, on va drainer plus de monde et on aura bien moins d'embouteillages. Et par voie de conséquent, pour nous qui nous battons sur le transport collectif, je crois que c'est un atout extrêmement important. Et c'est pour ça que je dis que ça va dynamiser le département. Et je pense que là, au niveau du département, il faut qu'on s'empare aussi de cette question. Moi, je suis conseiller départemental et j'ai déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il fallait que le département s'empare de cette question des transports. Et je pense que l'élément qu'on a évoqué ce soir est un élément intéressant justement dans le débat qu'on va avoir nous aussi. On va créer un groupe de travail parce qu'aujourd'hui, la situation se détériore. Issoire est autorité organisatrice, Rion est autorité organisatrice, Thiers, Clermont, etc. Chacun vit dans son coin. Et il y a besoin d'unification, de faire en sorte qu'au niveau du département, et je trouve que c'est la bonne échelle en même temps, et que le département soit force moteur justement pour aller dans le sens que vous mettez en œuvre aujourd'hui. Donc, sincèrement, je crois qu'il faut vraiment qu'on se batte sur cette question de la gratuité, parce que c'est un élément fort de la coordination au niveau du département et faire en sorte qu'il y ait une certaine unité et pour l'intérêt des usagers, parce qu'au bout du bout, c'est ça qui est important. Et moi, c'est pour ça qu'on regarde ça d'un œil très intéressé sur nos territoires autour de Clermont. Oui, bonjour, je me présente, Pierre Miquel, je suis élu communiste à Clermont et je voulais intervenir dans ce débat sur la question de la viabilité économique de la gratuité des transports, parce que je pense que c'est un verrou pour beaucoup de conscience de se dire que
15 millions d'euros, ça va peut-être pas se trouver comme ça sur Clermont-Ferrand. Et moi j'étais très sensible à ce qu'a développé Cyril sur l'efficacité d'un euro d'argent public dépensé pour un transport gratuit et celle d'un euro dépensé pour un transport payant. Et je crois que ça fait quand même aujourd'hui beaucoup écho à aussi ce qui traverse beaucoup d'esprits dans la période actuelle, c'est-à-dire le gâchis qu'on peut avoir, le gâchis énergétique, le gâchis aussi d'une utilisation pas optimale d'un service public. Et moi je suis sensible aux chiffres qu'il a cités, Cyril, notamment le chiffre monstrueux d'argent qui est englouti dans les embouteillages et les kilomètres de bouchons qu'on peut constater dans notre pays, notamment dans notre ville. Mais je suis aussi très sensible au fait qu'on a aujourd'hui des moyens de transport en commun qui sont des fois, par moments sous-utilisés. Et je crois aussi que cette question de la gratuité des transports, elle est intéressante pour faire aujourd'hui mettre véritablement sur la place publique les besoins de transport qu'on a sur notre ville et sur notre agglomération, qui je pense sont, aujourd'hui il n'y a pas une réponse complètement satisfaisante, on le sent bien, que ce soit les questions de trams qui sont bondées ou les zones de notre métropole qui sont insuffisamment desservies par les moyens de transport. Et je crois que il faut prendre conscience dans cette réunion ce soir que le désir des communistes, c'est vraiment de poser cette question de la gratuité des transports pour répondre aussi à cet enjeu de développement des transports en commun sur les prochaines décennies. Je rajouterai un mot sur la question de la viabilité économique. En tant qu'élu, on est confronté à l'étau austéritaire imposé par l'État. Et moi, je veux quand même citer un chiffre. La ville de Clermont-Ferrand, depuis que la baisse des dotations de l'État a été imposée ces dernières années, en quelques années, 5 années, la ville de Clermont-Ferrand s'est vue privée de 12 millions d'euros. 12 millions d'euros, si on rapporte quand même aux 15 millions d'euros cités par Cyril, on n'est pas tellement loin de la gratuité des transports. Et je crois que ça doit nous faire prendre conscience qu'il va y avoir un bras de fer pour gagner cette avancée sociale, écologique et sociétale. Et que ce bras de fer, moi je trouve qu'on a déjà des outils à notre disposition, il y a eu des pétitions, mais Cyril a mentionné la proposition de loi sur la gratuité des transports. Et je crois qu'il faut le mettre aussi à la hauteur d'un désir ardent de nos concitoyens de davantage de justice sociale et fiscale dans notre pays. Et quand on parle d'aller chercher l'argent là où il est, et malheureusement des fois là où il est planqué dans les coffres forts, pour finir, moi je ferai référence à la proposition de loi aussi portée par d'autres parlementaires communistes, qui est le prélèvement à la source des multinationales, où là on pourrait justement œuvrer pour que des grands groupes du CAC 40 qui font de l'évasion fiscale allègrement, et aujourd'hui des choses qui échappent malheureusement aux recettes publiques, parce qu'on parle beaucoup de dépenses publiques, mais on ne parle pas trop des recettes publiques qui ont considérablement diminué par les politiques libérales menées actuellement. Et je crois que vis-à-vis de Macron, il y a un véritable bras de fer engagé sur ce sujet, et qu'on peut faire bouger les lignes. Bonsoir. Est-ce que vous avez chiffré l'économie pour les entreprises du fait du non-paiement de l'abonnement, de 50% de l'abonnement? Et d'autre part, est-ce que vous avez prévu la gratuité pour le côté vélo? J'ai pas bien compris la deuxième partie de la question. La gratuité complète de l'accès à ces vélos. Non pas uniquement l'abonnement, mais... Est-ce qu'on a calculé la gratuité totale? Au-delà de la demi-heure. Au-delà de la première? Non, c'est pas calculé. En fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que quand vous prenez un seul vélo, vous avez la gratuité de l'abonnement et de la première demi-heure, et globalement, la première demi-heure suffit. Et qu'il y a même quelques petits malins qui posent le vélo, qui reprennent un autre, pour faire la fin du 3/4 d'heure. Voilà. Mais
ça montre la réussite, de ce qu'on a fait sur l'abonnement. Moi, je voulais revenir sur, du coup, avec ces vélos, sur le développement du service, sur ce que disait Jackie tout à l'heure, sur le fait que en mettant en place la gratuité, ça développerait le service. On le voit avec ces vélos, quoi. C'est un bon exemple, parce que quand on a parlé de la gratuité de l'abonnement, on pensait que ça allait faire 1500 ou 2000 abonnés, quoi. En fait, on est allé jusqu'à 10 000, et ça continue. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait dès le 10 millième abonné, on l'avait déjà dépassé depuis un moment, ça continue. Et c'est des abonnés, c'est pas le mec qui s'est abonné il y a 2 ans qui reste abonné, c'est des abonnés actifs. C'est-à-dire que, ça se trouve, depuis on a fait, depuis un certain temps, on a peut-être fait 12 000 ou 13 000 personnes qui se sont abonnés, dont certains qui ne prennent plus le vélo aujourd'hui, mais on a 10 000 abonnés actifs. Et donc ça montre bien que quand on met la gratuité, on développe le service. Et donc aujourd'hui, on nous demande d'essayer vélos dans les quartiers nord, à l'extérieur de Clermont, parce que ça fonctionne bien. Parce que c'est un outil pratique de déplacement, c'est un outil écologique, et donc il y en a de plus en plus besoin. Et la gratuité, elle permet ça. Elle permet de tirer le service et elle permet de le développer de façon exponentielle. Sur la gratuité des transports, on imagine que ça sera la même chose. Après, il y avait une question sur la responsabilité, mais je ne me souviens plus la question. Qui a posé ça? Ah oui, sur les... Donc, non, c'est pas chiffré, ça. Mais ça fera partie là aussi de l'étude sur, à partir du moment où on met en place la gratuité, qu'est-ce que ça produit et comment on peut potentiellement récupérer cet argent par un autre biais. C'est en tout cas une des propositions qu'on fait dans la proposition de loi qu'on a déposée à l'Assemblée, c'est que cette part des 5... Enfin, je ne sais pas si tout le monde le sait, donc je vais reprendre depuis le début. Quand vous prenez un abonnement transport, votre employeur peut en payer 50%. Des fois c'est plus d'ailleurs, certains. Et en tout cas, il doit en payer 50%. À partir du moment où le réseau est gratuit, évidemment, il ne paye plus. Et donc dans la proposition de loi, on s'est dit, tiens, c'est quand même con de laisser cet argent filer. Hein, donc on le récupère, c'est un outil de financement supplémentaire. On récupérerait ces 50% pour financer la gratuité. Oui, je suis un ancien salarié du CHNA à la retraite, mais on s'est inquiété beaucoup des problèmes de transport, comme ça a été dit tout à l'heure, ouvriers. Et là, notamment dans les années 80, après la loi Loti, où avant c'était le transport, le patron qui organisait les transports ouvriers, qui travaillait chez Michelin, et qui venait des communes environnantes. Et après la loi Loti, Michelin a essayé de se désengager en disant c'est plus mon problème, débrouillez-vous. Et là, on était avec des transporteurs, un peu des fachos, assez durs, et finalement on payait 2 fois. Il y avait la cotisation employeur, que le patron payait, et on voulait nous faire payer plein pour la carte. Donc on s'était réunis en association pour se défendre, et comprendre un peu le système qui se passait, quoi. Et là, moi, ça m'a choqué un petit peu de voir, mais l'explication a été un peu donnée en début de réunion sur la gratuité des transports. Dès l'instant où il y a déjà une grande partie qui est payée par l'entreprise, sur la cotisation d'entreprise, bon, il y a une partie qui est gratuite, mais l'autre est déjà payée par le travail des salariés. Je crois que c'est clair. Par contre, sur le développement économique, moi j'avais vu, un document économique de la CGT des années 80, c'est pas d'aujourd'hui, mais il disait que le transport collectif était 10 fois moins cher que le transport, disons, individuel. 10 fois moins cher pour la collectivité. Les routes, l'entretien des routes, les feux, les lignes, les embouteillages, comme ça vient de dire tout à l'heure. Et moi, je crois que je suis quand même impressionné. Je vais souvent de Landes-à-Pierre, à partir de 16h30, il ne faut plus prendre la route pour aller à Pierre, c'est tout pour ça. Franchement, c'est les gens qui sortent du travail. Et aussi, quand on rentre dans Clermont à 8h, j'évite de surtraiter. Bon, on peut décaler mes heures, c'est pas le problème. Mais celui qui travaille ne peut pas décaler ses heures. Il est obligé de rentrer à telle heure. Et c'est tout bougé. Donc, effectivement, il y a un gros problème. Et la gratuité des transports pourrait résoudre un certain nombre de problèmes et de tensions qui se font. Parce que moi, je vais souvent en région parisienne, c'est encore pire. En région parisienne, dans la radio parisienne, on dit qu'ils sont énervés, mais il faut les comprendre. C'est tout bougé partout. Donc, il y a un véritable problème. Et je crois qu'effectivement, elle commence à mûrir.
Il y avait une réunion, j'avais participé, notre réunion, là, il y a 2 ans, je crois, 1 an ou 2. Et je crois que maintenant, ça commence à mûrir dans les têtes parce que les gens disent, oh, bah oui, gratuite, c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Moi, je crois qu'il faut démontrer que c'est possible. Bonsoir, Catherine Fromage, je suis conseillère régionale communiste. Et donc, nous, la question de la gratuité des transports, on l'a mis en débat lors de la dernière session du Conseil régional pour le vote du budget au mois de décembre, par le biais d'un amendement qu'on a déposé pour demander la gratuité des transports ferroviaires, cette fois-ci, pour les lycéens, étudiants et chômeurs. Pourquoi on a fait ça? D'une part parce que Laurent Wauquiez lui a proposé et a mis en place la gratuité des transports pour les policiers qui rentrent chez eux, qui partent au travail, ce qui lui permet comme ça de supprimer les contrôleurs à bord des trains, et en échange les policiers font office d'eux. Donc nous on a porté cet amendement, on avait fait une étude rapide pour proposer un budget que nous on a évalué à 3 millions d'euros. 3 millions d'euros pour une région comme Auvergne-Rhône-Alpes, il nous semblait que c'était tout à fait possible et que ça permettait d'aller encore dans le sens de la gratuité de l'école, puisqu'on a aussi fait passer un amendement sur la gratuité des manuels scolaires qui celui-ci a été retenu. Par contre, sur la question de la gratuité des transports, l'amendement n'a pas été retenu, il a même été rejeté. Donc Jacques, on a embrayé, on est passé par-dessus le conseil départemental pour le porter à la région, mais on recommencera. Oui, bonsoir. Je voulais voir le problème par rapport sur 3 points. D'abord, il y a la situation est difficile dans la mesure où on met en comparaison 2 choses très différentes. D'un côté, il y a ce que j'appellerais le service public, c'est-à-dire effectivement, on diminue les pouvoir d'achat, on réduit la production, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mesurable. Et inversement, quand on sait exactement combien ça va coûter en plus, ça va coûter 15 millions, etc. Je pense qu'il y a peut-être là un levier à agir, et là je vais plutôt dans le sens justement de la gratuité, c'est de bien faire comprendre aux usagers qu'un service public, ce n'est pas quelque chose qui est mesurable, mais qui est un service au public. Et que ça a des incidences dans tous les domaines, pollution, ça a été rappelé, pouvoir d'achat, etc. Ça, c'est un argument peut-être assez fort. Le second argument est beaucoup plus compliqué, c'est par rapport justement à ce qu'on peut appeler l'offre et la demande. La gratuité, ça augmente la demande, mais la demande, ça peut avoir 2 effets tout à fait contradictoires. Et ça a été un petit peu dit. Un effet, c'est-à-dire finalement la hausse des coûts, etc., fait que finalement les biens proposés sont de moindre qualité, avec des lignes qui sont fermées, qui sont moins fréquentes, etc. Ou inversement, c'est vrai. On demande d'avoir un effet d'entraînement qui provoque, disons, un élément cumulatif qui fait que ça marche. Mais je pense qu'à priori, c'est extrêmement difficile de savoir quel va être le résultat. Ça dépend aussi des villes, ça dépend de beaucoup de choses. La troisième remarque, c'est par rapport à Clermont-Ferrand. Les conditions de circulation sont difficiles parce qu'on avait bien sûr misé sur la voiture, mais aussi une question de longueur des trajets. Quand quelqu'un sait qu'il peut aller de tel point à tel autre en un quart d'heure, très bien, avec sa voiture, s'il faut 3 fois 1 heure, il ne pourra pas être transport en commun. La seconde remarque, et là, M. Simon, c'est très bien de quoi je parle, c'est qu'il y a ce que j'appellerais des zones grises dans les quartiers, des zones blanches, on peut dire, et des quartiers très mal desservis, qui, bien sûr, par définition, ne bénéficieraient pas de la gratuité des transports. Enfin, une dernière remarque, il y a quand même eu, je crois, des villes, il faudrait vérifier, qui s'étaient mises à la gratuité et qui l'ont abandonné. Ça s'est produit. Bon, je n'ai pas d'exemple, il faudra rechercher sur Internet, mais ça s'est fait. Par contre, vous avez cité Tallinn, qui effectivement est plutôt une réussite. On a cité Orléans, pas Orléans, mais Châteauroux, etc. Voilà donc toutes les questions qui font que le débat est très compliqué. Ça suppose vraiment beaucoup de réflexion. Et personnellement, je suis partagé. Ouais. Vous en avez peut-être parlé, je suis arrivé un petit peu en retard. Il y a un enjeu qui est fondamental. C'est
j'étais au volant. Un enjeu fondamental, c'est quand même la santé. Et aujourd'hui, si on le voit dans les villes les plus importantes, qui font beaucoup plus d'analyse de l'air, la pollution, aujourd'hui, elle impacte énormément la santé. Les décès sont reconnus, les maladies chez les jeunes enfants, c'est catastrophique. Donc ça, c'est un enjeu qui touche tout le monde, les familles, les enfants, enfin, c'est vraiment un enjeu de société très fort. Et donc ça doit être un argument qui doit être encore plus développé, mais avec un contrôle comme sur Clermont, on a des contrôles, des stations de contrôle d'air à différents points, il faut communiquer plus là-dessus. Quand on voit le nombre de personnes qu'on peut mettre dans un bus, dans un tram, bon, c'est important et c'est fondamental. Par contre, il ne faut pas négliger quel sera ce nouveau service, quelles infrastructures. Quand on voit aujourd'hui les réticences de certaines politiques, des communes autour de Clermont, qui ont du mal à céder de l'espace, que ce soit dédié à travers des sites propres, des couloirs, vraiment pour le transport et les vélos. Il ne faut pas que les vélos ils aillent sur la plateforme, il faut qu'ils aient un espace dédié et sécurisé. C'est fondamental, c'est vraiment, il y a une cohérence, il y a une réflexion à avoir, qui est au-delà du champ politique, qui est dans le champ technique, ce qu'on le disait tout à l'heure. Les parkings volés, c'est fondamental aussi. Tout ça, il faut y réfléchir en amont, parce qu'après, on se retrouve face à un bus qui ne peut plus passer sur une avenue ou sur un espace dédié, et la vitesse commerciale baissant, il y aura moins d'attraction. Deux, trois éléments d'abord, sur une chose, sur la question du financement. La question du financement, c'est un vrai choix politique. On pourrait décider, comme dans certaines villes, que l'accès à la ville ou au centre-ville soit payant. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre des péages à l'entrée des villes. Il y a des villes, voilà, Londres le fait. Et donc, je ne dis pas qu'il faut le faire, c'est pas ça. Je prends cet exemple pour dire que on a décidé de ne pas faire ce choix en France. Et on a décidé de ne pas faire ce choix ici. L'usager des transports en commun, c'est quand même le seul qui paye 2 fois pour se déplacer. Il paye par ses impôts, comme tout le monde, et il paye avec le ticket. Quand vous empruntez un trottoir, une route, une piste cyclable, vous payez que vos impôts. Et donc, on pourrait décider que chacun doit pouvoir se déplacer sur un trottoir, sur une route ou dans un bus à égalité. Et donc de façon gratuite. Sur les différentes expériences. D'abord, des villes qui ont abandonné, il y a quelques villes, c'est peu, c'est pas en France, c'est avec des fonctionnements différents, et ça ne se calque pas sur... Ça ne se calque ça ne se calque pas sur le système de transport français. Mais il faut quand même avoir un peu de recul par rapport à ça, parce que globalement, il y a peu de villes qui sont passées à la gratuité du réseau. Donc il y a peu d'expérience. Les grosses villes, c'est Aubagne en 2009, et c'est Dunkerque aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'on fait référence beaucoup et qu'on les invite. La dernière fois qu'on avait fait une réunion de Dunkerque, n'était pas encore passé à la gratuité, donc on avait invité Aubagne. Maintenant c'est Dunkerque, j'espère que dans les prochaines années, on invitera les gens de Clermont pour témoigner de ce qu'ils ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être humble par rapport à ça. Il n'y a pas beaucoup de villes qui ont fait ça. Par contre, on ne s'est jamais posé la question de la pertinence et de l'efficacité du transport payant. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, on me dit il y a les tuiles, machin, mais il faut bien faire attention à ça, oh là là, il faut bien noter ça, il faut faire attention, mais... Moi, j'attends les partisans du transport payant qui me sortent une étude pour montrer que c'est plus efficace et pour les usagers. Allons-y, parce que nous, on a le courage de porter ça, de porter le débat, de faire une étude. Ceux qui sont partisans du transport payant, ça paraît naturel. Et c'est pas une question naturelle. Vous savez, quand on a fait la première réunion, on avait invité un philosophe, Jean-Louis Sagot-Tuvoro. Je vous invite à lire ce qu'il écrit, c'est formidable. Il a commencé l'explication sur la gratuité en disant, à une époque, on considérait que le corps humain était marchandisable, donc il y avait de l'esclavage. Et puis un jour, on a considéré qu'on ne pouvait plus acheter le corps humain. Jusqu'à une certaine date, on considérait que les enfants à 12 ans pouvaient descendre dans les mines pour travailler. Puis on a considéré que c'était plus logique ça, qu'on ne pouvait plus faire ça. Donc les choses bougent, évoluent.
Et donc on peut considérer que voilà, la gratuité enfin, le service des transports, c'est pas obligatoirement payant ou obligatoirement gratuit. On peut se poser la question. C'est pas naturel qu'il soit payant. Ça pourrait être naturel de faire payer l'utilisation des trottoirs. Et ce qui est en plus terrible là-dedans, c'est que quand vous prenez le trottoir, c'est bien, mais quand vous prenez la route dans votre bagnole, tout seul, vous polluez tout le monde, pas que vous. Quand vous montez dans un bus, vous en faites profiter les autres. Parce que quand vous montez dans un bus, vous ne prenez pas votre voiture qui va polluer les autres. Et donc vous montez dans un bus, non seulement vous ne prenez pas votre voiture qui va polluer les autres, mais vous permettez aux autres, aux automobilistes, de circuler de façon plus fluide. Et donc de créer moins de pollution. Et donc, vous qui êtes plus écologiquement responsable que l'automobiliste, vous payez quand même 2 fois. Donc, on peut considérer ça comme étant illogique. Le rapport à la voiture. Mais la gratuité des transports, ça vise justement à modifier ce rapport à la bagnole. Je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je crois vraiment beaucoup à cette question de la transformation urbaine de nos villes. Je crois que c'est le sens de l'histoire, la gratuité des transports. Et je crois que le sens de l'histoire, c'est de ne pas mourir étouffé d'asphyxie dans les villes. Et de transformer les villes en lieu de vie et pas en lieu de parking de bagnole. Et donc il faut trouver les moyens pour pouvoir toujours se déplacer, parce que nous avons besoin de mobilité, et en même temps de ne pas en mourir, soit par la congestion, soit par la pollution. Et donc, quand on propose un service de transport efficace et gratuit, on peut aussi dire, mais attendez, vous ne pouvez pas utiliser votre bagnole et polluer tout le monde, quoi. Il y a un minimum de responsabilité collective et individuelle, et donc ce secteur-là, il est épargné par les voitures. Et c'est le secteur où il y a le plus de danger. Quand vous savez, quand on a supprimé les 2 voies place de Jaude, là, qui étaient des bagnoles, on a fait baisser le taux de pollution au centre de la ville. Et donc quand on enlève de la voiture, Claude me disait, quand on enlève de la voiture, on fait baisser la pollution, et c'est mieux pour tout le monde. Et surtout pour nos mômes, parce qu'eux, ils sont confrontés à tous les types de pollution, entre ce qu'ils bouffent, ce qu'ils respirent, ce qu'ils voient, etc. Enfin, donc il y a un moment donné, il faut bien avoir cette réaction-là. Et donc, on en avait parlé au début, et on a même parlé du libre accès. Au début. Dernier point, c'est sur le développement du service. Encore une fois, moi je pense que la gratuité, ça permet de développer le service. Et donc, les zones grises dont vous parlez, ça permet aussi de les attaquer différemment. Parce que si on augmente la fréquentation, il y a un moment, oui, enfin d'abord ça crée de l'emploi, il faudra évidemment plus de chauffeurs, plus de personnel pour organiser le transport, et puis les zones grises, elles vont se résorber en partie d'elles-mêmes. Il faudra bien y mettre du monde parce qu'il y aura une attente. Je le disais sur ces vélos, dans les quartiers nord, ils attendent qu'une chose maintenant, c'est que la dernière station ces vélos, elle est à l'école d'archi. Ben, ils en veulent une à Auchan, ils en veulent une à Croix-de-Nérailles, ils en veulent une Auvergne, parce que ils partent du centre-ville, ils arrivent et puis ils s'arrêtent à l'école d'archi, puis il faut finir à pied. Ils veulent un vrai service. Et donc évidemment que ce service-là va se développer parce qu'il y a une attente, il y a une demande. Parce que quand vous l'utilisez en centre-ville, quand vous revenez chez vous que ça s'arrête, ça ne marche pas. Donc les transports en commun, de façon globale, c'est à peu près la même chose. Il y aura un développement du service. Alors, pas du jour au lendemain, on ne va pas résoudre tout du jour au lendemain, mais c'est pour ça qu'il faut préparer ce passage-là. Allez-y. Juste un petit mot, c'est sur les villes qui ont abandonné la gratuité. Effectivement, le groupement des autorités organisatrices des transports, qui s'appelle UGART, a priori contre la gratuité, a fait faire une étude justement sur les villes qui avaient fait la gratuité et qui l'ont abandonnée. Donc ils sont principalement en Italie et en Espagne. Et c'était dans une gratuité qui avait été faite dans les années 70, à la grande époque de la voiture, et qui a été abandonnée très vite. Donc ça n'a pas vraiment de sens en fait. Ce qui est intéressant par contre, c'est si vous posez la question au maire de Châteauroux s'il est prêt à abandonner la gratuité, il
il vous dira n'importe quel candidat à l'élection municipale ne présentera jamais une ligne pour dire je vais abandonner la gratuité. Je ne sais pas à Dunkerque, il y a un parti qui voudrait remettre payant à Dunkerque, mais en tout cas... oui, très à droite. Et donc, c'est pareil à Aubagne qui a été intégré dans une métropole et donc qui est devenue autorité organisatrice des mobilités, et bien elle n'est pas capable de remettre payant à Aubagne. Et pourtant, ça a changé de couleur politique, si j'ai bien compris. Donc, je ne crois pas dans le système français que ce soit possible de revenir en arrière une fois qu'on l'a mis en place. Oui, bonsoir. Moi, je suis très heureux, je me félicite que le débat public, le débat citoyen monte sur cet enjeu de la gratuité, et surtout que les arguments qui sont échangés soient des arguments qui démontent des arguments un peu faciles contre le principe de gratuité. Alors, il y a notamment l'argument permanent du coût, du financement et de l'inefficacité. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par les deux intervenants. Moi, je voudrais revenir sur la proposition de loi, parce que je pense que autant le débat de fond il est très important sur les fondements de la gratuité, ce qu'elle peut apporter, autant je pense que l'État ne peut pas se dédouaner vis-à-vis des collectivités qui affichent un volontarisme de plus en plus fort là-dessus, et les laisser faire dans leur coin, en quelque sorte, ce qu'elles peuvent. Et c'est un peu pour ça, justement, qu'on avait fait le choix de travailler aussi sur des réponses nationales, et que l'État prenne ses responsabilités. Et on sait bien que pour que l'État prenne ses responsabilités, il faut qu'il y ait notamment des bougies législatives. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a prise, la proposition de loi, mais il y avait des choses qui ont été travaillées sur des transferts financiers pour financer la part de gratuité dans le fonctionnement. Ça a été dit par Cyril Sineux, la hausse du versement transport, le transfert de la part de 50% prise en charge par l'employeur. Il y a aussi la possibilité d'une taxe spécifique sur le stationnement. Mais je crois que le plus important, à mon avis, parce qu'avec ces outils-là, on pourrait rapidement répondre aux besoins de fonctionnement supplémentaires. Et je crois que ce qui est très important, c'est de répondre aux besoins d'investissement supplémentaires. Parce qu'à partir du moment où on a une utilisation plus importante, on a besoin de réorganiser les réseaux, on a besoin d'investir dans du matériel, dans de la logistique. Et là, très clairement, je pense que c'est aussi à l'État à soutenir les collectivités sur le volet d'investissement. Donc on avait effectivement travaillé un certain nombre d'outils, c'est pas parfait, je pense que c'est pas complet. Il y avait un des outils qui était de permettre à la FIFT. Alors la FIFT, c'est l'agence française c'est l'agence de financement des infrastructures de transport en France. Malheureusement, elle n'a pas de programme spécifique de soutien aux collectivités sur les transports collectifs, ce qui est quand même un comble. Et donc, nous, on souhaitait évidemment que la FIFT puisse avoir un programme spécifique pour les collectivités qui mettent en place la gratuité et qui ont des besoins d'investissement supplémentaires. On avait visé aussi les programmes d'investissement d'avenir. Donc, c'est des fonds sur l'investissement qui sont abondés par l'État. Là aussi, on ne peut pas, je crois, se gargariser de COP 21, d'ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et ne pas prévoir, dans les investissements d'avenir, d'avoir un soutien spécifique de l'État aux collectivités qui, justement, vont avoir des politiques très efficaces en faveur de la limitation des émissions de gaz à effet de serre. On ne peut pas dire que les émissions liées au transport, ça représente 30%, donc c'est la plus grosse part du gâteau en France, et ne pas avoir de soutien spécifique sur ce secteur-là. Moi, ça me paraît assez incohérent. Et donc, je pense qu'il faut de l'efficacité au niveau de l'État et des politiques écologiques. Et ces programmes d'investissement d'avenir, ils doivent pouvoir sans doute aller au financement des collectivités qui sont vertueuses. Puis il y avait une dernière proposition, vous le direz sur la proposition de loi. Alors là aussi, il y en aurait pu y avoir beaucoup d'autres, mais elle est à la fois symbolique, et puis je pense qu'elle est très politique. C'est d'affecter une partie d'une taxe sur les transactions financières
à ce genre de politique d'investissement dans les collectivités. C'est une mesure, elle est certes symbolique, mais elle rapporterait d'abord beaucoup. Elle serait très efficace en matière écologique et sociale, mais il pourrait y en avoir d'autres. Moi, je pense que dans le débat public aujourd'hui, il y a tout le débat sur l'ISF, il y a le débat sur le CICE, 40 milliards d'euros donnés sans contrepartie pour l'essentiel à des grands groupes et à des grandes multinationales. Je pense que s'il y avait 2 à 3, voire 4 milliards d'euros de ce CICE qui étaient investis dans l'amélioration des transports collectifs et vis-à-vis des collectivités qui mettraient en place la gratuité, on changerait énormément de choses en matière de transport collectif dans notre pays. Je vous remercie. Bonjour à tous, merci. Sur toute la partie de l'exposé qui concerne l'écologie, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as proposé. Et j'ai appris la proposition de loi l'autre jour quand on a été à la manif pour conserver la poste de la plaine. Donc, on a bien des convergences. Et je crois que c'est extrêmement important. D'autant plus que vous savez que les girafes, elles puissent l'air quand même à 85 ans. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de vous dire que les gamins qui sont dans les poussettes, alors là, ils sont encore beaucoup plus exposés. Donc, dès qu'il y a transport en commun, on sait qu'on fait des progrès. Mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même, il y a clairement la ville, mais on a toute une zone rurale autour, pour lesquelles s'il n'y a pas de bagnole, pour le moment, ils ne peuvent ni travailler ni faire beaucoup de choses. Donc ça, ce qui explique, si vous voulez, peut-être quelques réticences qu'on a par rapport au transport en commun. Alors j'ai beaucoup aimé monsieur le maire, enfin je vous appelle monsieur le maire de Dunkerque. On envoie un message au maire, je vais destituer. C'est quand vous avez parlé de ces jeunes qui n'avaient pas vu la mer et qui habitaient la ville. Je crois que dès le moment où il y aura gratuité, vous savez, moi, des fois, je prends le tram tard le soir, quand je rentre de Paris, et j'habite Auvergne. Et très souvent, j'ai vu, alors ça se passe vers le poste de police et tout, il y a des problèmes des jeunes qui montent, ils n'ont pas de ticket et tout, ils se font virer et tout. Et puis bon, alors ça ne m'étonne pas, à un moment donné, c'est-à-dire le fait d'être dans le tram ou pas y être, il y a celui qui a les moyens et celui qui n'a pas les moyens. Et ils se sentent rejetés. Et habitant ce quartier, croyez-moi, c'est quelque chose que je comprends bien. Et si là-bas, nous on regarde pas la mer, mais ils voient le Puy-de-Dôme. Et récemment, on a fait une sortie en car avec les gamins et les mamans. Et les mamans, qui étaient une vingtaine, ça fait 20 ans qu'elles habitent le quartier, elles n'étaient jamais montées en haut du Puy-de-Dôme. Attendez, c'est pas vieux, c'est passé l'année dernière, on a fait un papier là-dessus. Alors, dès le moment où il y a transport en commun gratuit, parce que moi au départ, j'étais un petit peu réticent à la gratuité, parce que quand même, il faut bien qu'on rende à la société quelque chose, et le problème, il ne se pose pas comme ça, il se pose autrement actuellement. C'est un problème d'égalité et d'appropriation de l'espace urbain et de la ville. Et c'est ça qui est extrêmement important. Donc, mais il va falloir peut-être des gens qui expliquent toutes ces choses-là, si vous voulez. Parce que les gens n'y sont pas forcément préparés. Donc vous avez, bon, le projet de loi, c'est super, ça me plaît bien, mais en même temps, il va falloir des gens qui puissent aller, un petit peu comme à l'époque on avait fait pour les poubelles, avec les ambassadeurs de tri, pour expliquer aux gens que telle poubelle c'est ça, c'est ça, c'est ça, et que c'est comme ça qu'on va faire des économies. Et là, le problème va être exactement le même. Et quand ils vont avoir compris que le tram, c'est comme la maison de quartier de Champradel qui a été construite avec les habitants, où leur avis a été pris, bon, il faut toucher du bois. Pour le moment, remarquez, c'est une maison, elle n'a jamais été taillée. Bon, ça veut dire que le tram, s'il semble que c'est leur affaire, eh bien, il n'y aura pas une envie de tirer les coups de fusil sur les trams. Donc bravo, bonne continuation. D'autres questions, d'éventuelles interventions? Bon, on a vu. Je vois pas. Merci et bonsoir à tous. Donc moi ça me parle énormément d'Dunkerque puisque je suis natif de Grande-Sainte, donc une ville très appauvrie au niveau du littoral dunkerquois. Un maire qui s'est énormément battu pour le développement de tout ce qui est transport, puisque dans la ville c'était le centre-ville
et les quartiers à proximité où les jeunes et les moins jeunes devaient aller à pied pour au moins avoir ce bus. Donc ça rejoint un petit peu le monsieur qui vient de parler juste avant sur les quartiers des zones grises. Je pense que plus on va pouvoir développer ça, plus on va pouvoir permettre aux jeunes de quitter leur quartier, de peut-être avoir aussi moins de difficultés dans ces quartiers-là, parce que c'est vrai que quand on reste dans un quartier, moi je l'ai connu, puisque Grande-Synthe c'est quand même une ville où on est sur un de Pro-de-Trait qui était énorme, et je rejoins complètement le technicien de Dunkerque, c'est que plus de 50% des personnes qui habitaient Grande-Synthe ne voyaient pas la mer. Il faut savoir que même au niveau de la métropole lilloise, ils ont quand même aussi développé le train, le TER, où sur les périodes d'été, il y avait cette gratuité, et après, je ne sais pas sur le calcul qu'on peut faire, mais il y a eu énormément de réussite sur ces choses-là. Donc la gratuité, elle permet aussi cette mixité sociale, et elle est très importante, et il faut aussi, je pense, œuvrer dans les débats comme on fait aujourd'hui, qui sont super intéressants. On voit qu'il y a énormément de générations, puisqu'ils peuvent parler des personnes qui, il y a quelques années, travaillaient au niveau de Michelin, et aujourd'hui ce qu'il en est, et de pouvoir apporter dans divers quartiers, dans tout le secteur clermontois, mais autres, on entendait Billon tout à l'heure, de pouvoir dire que la gratuité permet aussi beaucoup de choses, et arrêter véritablement que de se centrer sur l'argent qu'on va perdre. Voilà. S'il y a des gens qui réfléchissent sur ça, qui ramènent tous les éléments qui nous permettront de dire que la gratuité ne va pas engendrer des nouvelles taxes, des nouveaux impôts, et que ça permettra aussi à bon nombre de personnes qui ont peut-être des difficultés. Moi, je suis un papa avec 6 enfants, je peux vous dire que quand je dois prendre le tram et que je dois payer des tickets de tram, c'est quand même assez important dans un budget. Et pour finir, j'entendais sur le conseil régional, je le remercie qu'il puisse lever aussi tout ce qui est sur le transport, et j'espère que au-delà de ce projet aujourd'hui, qu'au niveau régional, on pourra mettre en œuvre aussi la gratuité des transports pour les enfants, puisque avec la nouvelle découpe des cartes scolaires, des enfants sur des spécificités devront prendre le car pour aller sur des lycées ou des universités, et ça sera aussi un coût supplémentaire. Donc voilà, j'espère que ça pourra être porté même au niveau régional sur la gratuité, parce que ça permettra aussi à des jeunes de pouvoir faire des études qu'ils le souhaitent. Voilà, je vous remercie. Allez, il y a encore. C'est juste une petite question technique. Il me semble qu'au niveau du tram, on n'a plus moyen de commander de nouvelles rames, et qu'aux heures de pointe, on est déjà très proche de la limite saturation. De la fréquence. Il y a littéralement de la fréquence. Oui, moi je souhaitais ce soir vous parler de Leïla, William et les autres. Ils sont myopathes, et en cas de pic de pollution, ils sont obligés de rester enfermés chez eux, parce que l'air qu'ils respirent peut être un élément qui pourrait leur être fatal. Donc évidemment, au nom de l'Association des paralysés de France, moi je suis extrêmement favorable à la gratuité des transports, parce que cette mesure, qui est une vraie mesure sanitaire, permettrait à ces publics de pouvoir réinvestir la ville sur des périodes de pollution que nous connaissons malheureusement de plus en plus sur notre agglomération, et de pouvoir être des citoyens comme les autres. Donc merci de promouvoir cette mesure qui est aussi une mesure sanitaire et sociale. Merci. Bon, quelques mots de conclusion. Avant qu'on passe, vous partez pas, parce que vous avez vu depuis le début, on vous a appâté avec l'apéro, donc on ira boire le verre de l'amitié à la fin. Quelques mots, deux, trois petites réactions sur ce qui s'est dit, puis une conclusion sur ce que disait Toto Lécuras, ancien adjoint au maire de Clermont-Ferrand, sur la gratuité et les quartiers nord. Quand on a fait Rencontre citoyenne de la mobilité, il y avait on était accompagné par un bureau qui nous a aidé là-dedans, et qui avait une sorte de comptoir mobile qu'ils déplaçaient, et ils sont allés à Auchan
rencontré notamment les jeunes qui zonent un peu. Le début a été un peu compliqué, et puis très vite ils se sont rendus compte qu'on était là pour les écouter, et donc ils ont parlé, et ils ont très fortement exprimé l'idée que la gratuité des transports, ça permettait de désenclaver le quartier et de les rendre, eux, citoyens de la ville, et pas simplement citoyens des quartiers nord. Et donc, ça a une forte connotation d'inclusion sociale, la gratuité aussi. Parce qu'il y a des gens, il y a des jeunes qui se sentent pas citoyens comme les autres parce qu'ils sont relégués dans certains quartiers, et c'était une demande très forte de ces jeunes-là. Sur la gratuité, ce que ça produit, l'exemple d'Aubagne et l'exemple de Dunkerque montrent que la gratuité, il faut l'accompagner. À Aubagne, ils avaient dit, bon, comment on fait pour produire ça? Donc la campagne, c'était liberté, égalité et gratuité. Et puis après, il fallait quand même dire aux gens, la gratuité, c'est simple. Tiens, c'est simple comme bonjour. Et c'était notamment avec la préoccupation que les chauffeurs soient toujours considérés comme un élément du transport en commun et pas simplement un truc qui conduit, quoi. Et donc c'était simple comme bonjour. Et ils ont accompagné la gratuité. Et Dunkerque l'a fait encore plus en mettant l'expérimentation des week-ends. Donc la gratuité, c'est pas du jour au lendemain, on fait ça et puis terminé. Oui, il faut l'accompagner. C'est une politique publique qu'il faut accompagner. Oui, il faut expliquer. Oui, il faut montrer ce que ça produit, parce que c'est un truc qui est pas habituel. Donc il faut accompagner ça. Je conclus sur ce que j'avais présenté en introduction sur l'étude qui va rendre ses conclusions au mois d'avril avec des propositions d'expérimentation. Un des objectifs de la réunion de ce soir, c'est de créer un collectif pour que ces conclusions et ces expérimentations soient discutées avec le plus grand nombre. Et l'idée, c'est que, alors ici, c'est les communistes et les élus communistes qui ont préparé cette réunion, mais que qu'on soit bien plus nombreux à s'emparer de ce débat. Et donc, on vous propose de créer un collectif avec les gens qui sont intéressés, les citoyens et citoyennes, mais aussi les organisations qui peuvent être intéressées, sur le modèle du collectif qui s'est constitué à Grenoble. Vous avez des associations de quartier, des organisations syndicales, des partis, des citoyens lambda, je crois qu'ils ont un carnet d'adresses de plus de 2000 noms, et ils bossent sur la gratuité des transports, ils feront des réunions publiques. L'idée, c'est qu'on élargisse et que tous ceux qui sont intéressés pour travailler et réfléchir à ça avec nous puissent le faire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est que ceux qui sont intéressés, vous nous rejoignez à la tribune à la fin, et puis on échange nos coordonnées. Peut-être qu'on peut prendre une première date de réunion pour se retrouver ensemble. Dernière chose, le 25 avril à 20h à la salle Conchon, vous avez un débat qui sera très intéressant, où Paul Ariès est invité. Paul Ariès est un défenseur de la gratuité, alors de la gratuité totale, sur plein de choses. C'est intéressant parce que lui, il pousse la gratuité au bout sur un certain nombre de services, et il le met en opposition au capitalisme. Il a écrit un bouquin avec d'autres qui s'appelle Gratuité versus capitalisme. Je vous invite à venir parce que c'est vachement intéressant de pousser ça, même si des fois on peut se dire là je ne suis pas dans cette voie, mais le processus de réflexion est très intéressant. Donc le 25 avril à 20h à la salle Conchon, et je crois que c'est moi qui présiderai la réunion ce coup-ci. Et donc je remercie maintenant Xavier Deren d'être venu ce soir nous livrer son témoignage. Je remercie Stéphanie qui faisait pour la première fois présidente de séance et qui était vous pouvez l'applaudir. J'étais un peu intimidée par votre présence nombreuse. Elle a oublié de dire qu'elle était aussi adjointe communiste à Blanzard et qu'elle elle l'a dit, hein. Et elle a oublié de dire 2 fois, donc je le dis. On m'a envoyé un petit texto en disant tu n'oublieras pas de dire qu'elle a été, parce qu'elle ne devait pas l'avoir dit. Si elle l'a dit, bon, ben voilà, c'est une élue communiste qui se bat, qui a notamment été sur la bataille là aussi de la Poste à Blanzard. Merci à tous d'être